Il y a une vérité dont on parle trop peu après 70 ans, et elle peut vraiment changer la façon dont vous vivez votre santé. Ce n'est pas parce qu'un examen existe qu'il vous est forcément utile, et ce n'est pas parce qu'un examen est présenté comme préventif qu'il est automatiquement sans danger. Parfois, ce qui semble rassurant au départ peut déclencher une cascade d'inquiétudes, de résultats flous, de procédures supplémentaires, de traitements inutiles. Et au bout du compte, vous laissez plus fragilisé qu'avant. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans, et si vous me connaissez déjà, vous savez que je ne suis ni contre la médecine, ni dans les discours extrêmes. Au contraire, je crois profondément à une médecine intelligente, précise, humaine. Mais je crois aussi qu'après un certain âge, la vraie sagesse consiste à ne plus dire oui automatiquement à tout ce qu'on vous propose. La vraie sagesse, c'est de poser une question très simple. Est-ce que cet examen va réellement m'aider, moi, dans ma situation, ou est-ce qu'il risque surtout d'ouvrir une porte que je n'avais pas besoin d'ouvrir? Parce qu'après 70 ans, le corps n'est plus celui de 40. Il est plus sensible à certains médicaments, plus exposé aux effets secondaires, plus vulnérable aux suites d'une anesthésie, à la déshydratation, à l'anxiété provoquée par des résultats ambigus. Et dans ce contexte, trop tester n'est pas toujours mieux protégé. Parfois, c'est juste trop tester. J'ai vu des femmes s'angoisser pendant des mois pour une image un peu anormale qui n'avait aucune conséquence réelle. J'ai vu des hommes actifs, encore autonomes, entrer dans un engrenage médical après un examen fait pour se rassurer et ressortir de là épuisés, hospitalisés ou tout simplement cassés moralement. Et c'est cela que je veux vous aider à éviter aujourd'hui. Alors parlons ensemble de 5 examens qu'il peut être très raisonnable de reconsidérer après 70 ans, surtout lorsqu'ils sont proposés de façon quasi automatique, sans symptômes clairs, sans bénéfices bien définis ou sans vraie discussion sur les risques et les alternatives. Le premier, c'est le test d'effort cardiaque chez une personne qui n'a pas de signe cardiaque net. Beaucoup de gens passent cet examen parce qu'ils se sentent un peu moins endurants, un peu plus essoufflés dans une côte ou simplement moins en forme qu'avant. Et à cet âge-là, c'est compréhensible d'avoir envie d'être rassuré. Mais le problème, c'est que ce type de test peut parfois donner des résultats faussement inquiétants. Et quand un test suggère quelque chose sans certitude, on enchaîne souvent avec d'autres examens plus invasifs, puis parfois avec des gestes médicaux qui n'auraient peut-être jamais dû avoir lieu. Je pense à un homme que j'appellerais André. Il avait 75 ans, marchait tous les jours et disait seulement qu'il se sentait plus fatigué dans les montées. Rien de spectaculaire. Pas de douleur thoracique typique, pas de vrai malaise à l'effort. Son examen a montré quelque chose de flou. On a voulu vérifier davantage, puis traiter par précaution. Et ce qui n'était au départ qu'un doute est devenu une suite de procédures, avec au final une récupération longue et difficile. Sa fatigue, elle, n'avait rien à voir avec le cœur. Elle venait surtout d'un mélange très banal: mauvais sommeil, hydratation insuffisante, alimentation irrégulière et baisse générale de conditions physiques. Je ne vous dis pas qu'un test d'effort ne sert jamais, bien sûr que non. Mais s'il n'y a pas de symptômes cardiaques bien définis, il faut vraiment demander: qu'est-ce qu'on cherche exactement? Qu'est-ce que ce test changera? Et qu'est-ce qu'on fera si le résultat est incertain? Parfois, un électrocardiogramme au repos, un suivi clinique sérieux ou d'autres approches plus ciblées sont plus pertinentes qu'un examen qui risque surtout d'ouvrir la porte à trop d'interventions. Le deuxième examen à reconsidérer, c'est l'IRM cérébral demandé trop vite dès qu'une personne de plus de 70 ans se plaint d'oublier des mots, de perdre ses lunettes ou de chercher plus souvent ses clés. Je vais être très claire. Une vraie dégradation neurologique mérite évidemment d'être explorée. Mais l'oubli léger, occasionnel, dans un contexte de stress, de manque de sommeil, d'anxiété ou simplement d'âge, ne signifie pas automatiquement qu'il faut partir vers une imagerie lourde. Ce qui se passe souvent, c'est que l'IRM montre de petites anomalies liées au vieillissement normal. De petites taches, une légère atrophie,
des choses que l'on peut retrouver chez énormément de personnes qui vont très bien. Mais une fois que c'est écrit sur un compte-rendu, l'esprit s'emballe. On dit altération, lésion, anomalie, et l'on se sent soudain beaucoup plus malade qu'on ne l'était une heure avant. L'image devient plus puissante que la réalité vécue. J'ai connu une femme de 74 ans, Lucienne, qui s'est mise à paniquer après une IRM faite pour de petits oublis tout à fait modérés. Elle s'est convaincue qu'elle glissait vers la démence. Elle a cessé certaines activités, s'est refermée, a perdu confiance en elle. Pourtant, quand elle a enfin eu une évaluation cognitive simple, humaine, posée, ses résultats étaient tout à fait rassurants pour son âge. Ce qui l'avait le plus abîmé, ce n'était pas son cerveau, c'était la peur. Quand il n'y a pas de signe d'alarme majeur comme une chute brutale des capacités, des troubles neurologiques francs, des changements de personnalité soudains ou des symptômes très spécifiques, il peut être plus sage de commencer par une évaluation cognitive simple, par l'observation, par le sommeil, l'hydratation, le niveau d'activité, l'état émotionnel. Tout oubli ne demande pas une machine. Parfois, il demande surtout du contexte. Le troisième examen, et celui-ci surprend souvent, c'est la coloscopie de dépistage répétée tardivement, surtout après 75 ans, chez une personne sans symptômes, sans antécédents préoccupants et qui a déjà eu des examens normaux auparavant. Là encore, je ne parle pas d'une personne qui saigne, qui maigrit sans raison ou qui présente des signes digestifs importants. Je parle du dépistage fait par habitude, presque comme un rituel. La coloscopie n'est pas un petit geste anodin. La préparation fatigue énormément. Elle déshydrate. Elle peut déséquilibrer un organisme plus fragile. La sédation n'est pas toujours bien tolérée chez les personnes âgées. Et l'examen lui-même n'est pas exempt de complications. Or, à partir d'un certain âge, le bénéfice potentiel peut diminuer tandis que les risques, eux, augmentent. Je pense à une femme que j'appellerais Madeleine. Elle avait 73 ans, aucun symptôme digestif, pas d'antécédent familial marquant et avait déjà eu 2 coloscopies normales dans sa vie. Mais comme son nouveau médecin préférait vérifier, elle a accepté. Pendant l'examen, on a retiré un petit polype. Le soir même, tout a basculé. Douleurs intenses, retour à l'hôpital, complications sérieuses. Plusieurs jours d'hospitalisation pour un examen qu'elle n'avait peut-être jamais eu besoin de refaire. Cela ne veut pas dire qu'il faut refuser toute exploration du côlon. Cela veut dire qu'après 70 ou 75 ans, il faut demander avec beaucoup de calme. Est-ce que je fais cet examen parce qu'il est vraiment indiqué ou simplement parce qu'on le fait souvent? Dans certains cas, un test de sel peut être une alternative plus douce, plus proportionnée, plus adaptée. Encore une fois, le bon examen n'est pas forcément le plus impressionnant. C'est celui qui correspond à votre situation. Le 4e examen à reconsidérer, c'est le scanner corps entier proposé à titre préventif à des personnes qui n'ont aucun symptôme. Cela peut être vendu comme un bilan très moderne, très rassurant, presque luxueux. On vous laisse croire que tout regarder d'un coup, c'est forcément intelligent. Mais en réalité, plus on regarde sans raison précise, plus on trouve des petites choses sans importance, et plus on risque de les traiter comme si elles en avaient une. Le corps qui vieillit présente souvent de petits nodules, des kystes bénins, des calcifications, des images banales. Elles n'ont parfois aucune conséquence, mais dès qu'elles apparaissent sur un compte-rendu, elles peuvent déclencher d'autres scanners, puis des examens complémentaires, puis parfois des biopsies, avec tout ce que cela implique en anxiété, en exposition, en risque de complications. Et souvent, on finit par souffrir davantage du parcours diagnostique que du problème initial, qui n'en était même pas un. J'ai entendu l'histoire d'un homme de 80 ans, en pleine forme, qui avait accepté un bilan très complet dans une clinique privée. On lui a trouvé un minuscule nodule pulmonaire. Puis, il a été envoyé vers d'autres examens, puis vers une biopsie. Le nodule était bénin, mais la biopsie, elle, a entraîné une complication pulmonaire et une hospitalisation. Tout cela pour une découverte qui aurait peut-être pu être simplement surveillée
ou même laisser tranquille. Je le dis souvent, tout ce qui peut être vu n'a pas besoin d'être poursuivi. Tout ce qui peut être mesuré n'a pas besoin d'être traité. Quand on n'a pas de symptômes, le bon sens médical consiste parfois à ne pas déclencher une chasse au trésor dans tout le corps. La prévention n'est pas l'obsession de tout voir. La prévention, c'est la pertinence. Et enfin, le 5e examen, celui qui semble le plus innocent de tous, c'est l'ostéodensitométrie, utilisée de manière mécanique, puis suivie d'un traitement systématique, simplement parce qu'un chiffre a baissé. Je marche ici avec beaucoup de nuances, parce que la santé osseuse est un vrai sujet, surtout chez les femmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un résultat montrant une diminution de densité osseuse ne doit pas automatiquement vous faire basculer dans la peur. Avec l'âge, la densité osseuse change, c'est fréquent, c'est pas tendu. Et pourtant, beaucoup de femmes ressortent d'un examen en ayant l'impression que leur squelette est sur le point de se briser au moindre mouvement. Puis on leur propose un médicament sans toujours prendre le temps de regarder le tableau d'ensemble. Est-ce qu'elle tombe? Est-ce qu'elle manque de force musculaire? Est-ce qu'elle a un déficit en vitamine D? Est-ce qu'elle mange suffisamment de protéines? Est-ce qu'elle fait un peu de résistance? Est-ce qu'elle a de l'équilibre? Je pense à Hélène, 76 ans, qui n'avait jamais fait de fracture, marchait chaque jour, vivait normalement. Son examen a montré une ostéopénie modérée, rien d'exceptionnel à son âge. Très vite, on lui a prescrit un traitement. En quelques semaines, elle a commencé à souffrir de reflux importants et d'inconfort. Elle était plus diminuée par le traitement que par ses os. Ce qui l'a aidée ensuite, ce n'est pas la panique. C'est un travail de fond. Protéines, vitamine D si nécessaire, renforcement musculaire, équilibre, marche et une vraie stratégie de prévention des chutes. Je vous le répète avec tout mon cœur, un chiffre n'est pas une destinée, une image n'est pas une condamnation, un examen n'est pas une obligation morale. Après 70 ans, il faut sortir de cette idée que plus on examine, mieux on protège. Ce n'est pas toujours vrai. La bonne médecine n'est pas la médecine qui fait le plus, c'est la médecine qui fait juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On devient une partenaire active de sa santé. On demande « Pourquoi cet examen? Qu'est-ce qu'il apportera? Quels sont les risques? Existe-t-il une alternative plus simple? Que ferons-nous si le résultat est ambigu? Est-ce que cela changera réellement ma prise en charge ou est-ce que cela risque surtout d'ouvrir un engrenage? Et surtout, on n'oublie jamais les fondations, le mouvement, le sommeil, la force musculaire, l'équilibre. Une alimentation suffisante en protéines, en micronutriments, en vrais aliments. L'exposition raisonnable à la lumière du jour. Le lien social. La gestion du stress. La prévention des chutes. La surveillance des vrais symptômes. Voilà la santé qui protège vraiment. Je sais que beaucoup de personnes de plus de 70 ans ont été élevées dans l'idée qu'un bon patient est un patient qui obéit, qui ne questionne pas, qui dit merci et qui suit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer autre chose. Un bon patient, c'est aussi une personne qui comprend, qui réfléchit, qui ose demander, qui veut une médecine adaptée à elle et pas un protocole déroulé sans âme. Moderniser sa santé après 70 ans, ce n'est pas accepter plus de machines. C'est apprendre à choisir avec plus de discernement. Alors si vous deviez retenir une seule phrase de cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ce n'est pas parce qu'un examen peut être fait qu'il doit forcément être fait. Et si l'on vous propose quelque chose dans les semaines qui viennent, ne paniquez pas, ne refusez pas d'emblée, mais ne dites pas oui par automatisme non plus. Faites une pause, respirez, posez les bonnes questions. Parce que vieillir avec sagesse, ce n'est pas multiplier les contrôles, c'est protéger sa qualité de vie, c'est éviter les cascades inutiles, c'est choisir ce qui vous soutient vraiment, et c'est se rappeler, encore et encore, que l'âge n'est que le début.